Dans cette vidéo, E va désigner un K-espace vectoriel pas forcément de dimension finie, et on va s'intéresser à une certaine catégorie d'endomorphismes de E qu'on appelle les projecteurs. Commençons par la définition. On considère deux sous-espaces F et G qui sont supplémentaires dans E. E est la somme directe de F et G. On dit que P qui va de E dans E est le projecteur sur F parallèlement à G si P restreint à F, c'est l'identité, et P restreint à G, c'est l'application nulle. Ici, P est défini par son action sur les espaces supplémentaires F et G. Rappelez-vous, c'est ce qu'on avait vu quand on a vu la vidéo mode de définition d'une application linéaire. Autrement dit, lorsque vous décomposez X comme la somme d'un élément de F et d'un élément de G, qui est unique, enfin cette décomposition est unique, en fait, P de X, c'est tout simplement XF. On a supprimé la composante en G. Pourquoi? Eh bien parce que par linéarité, P de X, c'est P de XF plus P de XG. Mais P de XF, c'est P restreint à F de XF, c'est-à-dire l'identité de F de XF, c'est-à-dire XF. Et P de XG, eh bien c'est P restreint à G de XG, c'est-à-dire en fait 0. Observons sur le dessin. Si X, on le décompose comme XF, un élément de F, plus XG, un élément de G ici, eh bien en fait, P de X, c'est tout simplement XF. On a supprimé la composante en G. Donc on comprend bien pourquoi on appelle ça projecteur. On est venu comme projeter l'élément X sur F, mais parallèlement à G. Pour pouvoir visualiser les choses, on s'est placé dans R3 et on a appliqué une projection à un objet 3D, ici cette théière. F désigne le plan ici en vert et G désigne la droite. On a R3 qui s'écrit comme la somme directe de F et G. Puis on a appliqué la projection sur F parallèlement à G. Donc tous les éléments, tous les points de la théière, on leur a appliqué cette projection et on obtient le dessin ici à droite. Donc on comprend bien qu'ici, la théière a été projetée sur le plan F, mais dans la direction de G. Par exemple, ce point ici a été obtenu en prenant ce point-là, de l'autre côté, qu'on est venu projeter sur le plan F, mais parallèlement à la droite G. Examinons quelques propriétés des projecteurs. Considérons P, le projecteur sur F, parallèlement à G. Première propriété, P au carré, c'est-à-dire P rond P, est égal à P. Démontrons-le. Considérons X un élément de E, on sait qu'on peut le décomposer comme XF plus XG. Et donc, P de X, la projection de X sur F, eh bien c'est tout simplement XF. On a supprimé la composante en G. Donc quand je réapplique P, P rond P de X, c'est égal à P de XF. Mais XF, c'est un élément de F, donc P de XF, c'est égal à XF. Donc, et XF, c'est P de X. J'ai donc P rond P de X égale P de X. Ceci étant vrai pour tout X de E, eh bien j'ai bien mon égalité. Alors ça paraît logique en fait quand on y réfléchit, regardez sur le dessin, quand vous projetez X sur F, eh bien vous arrivez dans F. Donc si je reprojette ici, comme je suis déjà dans F, en fait je ne bouge pas. P rond P, c'est égal à P. Deuxième propriété, le noyau de P, c'est en fait le sous-espace vectoriel G. Alors pareil, ça paraît logique si on regarde le dessin. Si on regarde tous les éléments qui sont sur la droite G ici et qu'on les projette sur F parallèlement à G, mais en fait ils vont tous être projetés sur le même vecteur qui est le vecteur nul. Et en plus, si je prends un élément qui n'est pas sur cette droite, par exemple ici, eh bien lui va être projeté sur un élément de F qui n'est pas le vecteur nul. Démontrons-le. Considérons X un élément de E qui s'écrit donc sous la forme XF plus XG. X appartient au noyau de P si et seulement si P de X est égal à 0. Mais P de X, on sait que c'est XF, donc c'est équivalent à XF égale 0. Autrement dit, X égale XG, et donc X appartient bien à G. C'est terminé, ces équivalences montrent qu'on a bien égalité de ces deux espaces vectoriels. La troisième propriété nous dit que l'image de P, c'est F, et c'est aussi le noyau de l'application P moins l'identité. Commençons par regarder cette égalité et démontrons-la. Pour tout X dans E, ici quand je prends un élément X, eh bien il est projeté sur F, autrement dit P de X appartient à F. Donc l'image de P est inclue dans F. Démontrons l'autre inclusion. Prenons un élément X de F, on a P de X qui est égal à X, puisque ici on projette sur F, donc son projeté c'est lui-même. J'ai réussi à écrire X comme l'image par P de quelque chose, donc X appartient à l'image de P. Ceci montre que F est inclus dans l'image de P, et donc comme j'ai les deux inclusions, j'ai bien l'égalité. OK. Regardons la deuxième partie de cette propriété 3, et commençons par examiner cet ensemble, le noyau de P moins l'identité.
Par définition, c'est l'ensemble des x de E tel que P moins l'identité de x égale 0, c'est-à-dire P de x moins x égale 0 ou encore P de x égale x. Donc quand j'ai écrit cette égalité là, je comprends bien ce que c'est. En fait, c'est tout simplement l'ensemble des points fixes de P. Je n'ai pas du tout utilisé que c'était un projecteur, là, dans ce que je viens de faire. Donc, autrement dit, quand vous avez un endomorphisme de E, eh bien, l'ensemble des points fixes de phi, cet endomorphisme, eh bien, c'est tout simplement le noyau de phi moins l'identité. Alors, c'est intéressant de l'écrire sous cette forme-là, parce qu'on comprend que c'est toujours un espace vectoriel. Maintenant que j'ai dit ça, en fait, quand je reformule cette égalité, je suis juste en train de dire que les points fixes de P, les éléments qui ne bougent pas, en fait, c'est f tout entier. Et ça paraît logique. Démontrons-le. Considérons x égale xf plus xg appartenant à E, et on va travailler par équivalence. X appartient au noyau de P moins l'identité de E. Eh bien, on l'a vu, c'est équivalent à dire que P de x égale x, encore une fois, que x est un point fixe de P. Et ça, on sait que P de x, c'est xf, donc ça revient à dire que xf est égal à x, ou autrement que x appartient à f. Ce travail montre qu'on a bien l'égalité de ces deux ensembles. Et notre démonstration est terminée. On arrive au théorème central de cette vidéo qui est le théorème de caractérisation des projecteurs, qui nous dit la chose suivante: si phi est un endomorphisme de E, eh bien on a l'équivalence phi est un projecteur et phi carré égale phi. Notez que l'implication de gauche à droite, on l'a déjà, on sait que si phi est un projecteur, alors phi rond phi égale phi. Et bien en fait ce théorème dit que ce sont les seuls endomorphismes qui vérifient cela. Après, la question qu'on va se poser, c'est du coup si phi est un projecteur, c'est sur quel espace et parallèlement à quel espace, et en plus ces espaces ils doivent être supplémentaires. Eh bien le théorème répond à cette question. Dans ce cas, phi c'est le projecteur sur f, qui est l'image de phi, qui est aussi du coup le noyau de phi moins l'identité, puisque phi est un projecteur, on l'a vu précédemment, et parallèlement à g, qui est le noyau de phi. Donc en fait, il y a un implicite ici dans ce théorème, il dit également qu'en fait, f et g ici, le noyau et l'image de phi, eh bien, ils sont supplémentaires dans E. Alors pour démontrer cela, on a dit qu'en fait l'implication de gauche à droite, là il n'y avait pas de souci, c'était bon. Maintenant pour l'autre implication, donc on va supposer que phi est un endomorphisme tel que phi rond phi égale phi. Et on veut montrer que phi est un projecteur. Pour cela, on va poser f qui est le noyau de phi moins l'identité, autrement dit c'est l'ensemble des points fixes de phi, et g qui est le noyau de phi. On a directement que phi restreint à f, c'est l'identité de f, puisque tous les éléments de f vérifient phi de x égale l'identité de x. Et également que phi restreint à g, c'est l'application nulle, puisque en fait g c'est le noyau de phi. Donc finalement, ce qui nous reste à montrer ici, c'est justement que f et g sont supplémentaires dans E. Montrons donc que f et g sont supplémentaires dans E. Pour cela, on va montrer deux points, que leur intersection elle est réduite à 0 et que leur somme c'est égal à E. Allons-y pour le premier point, montrons que f inter g c'est égal au singleton vecteur nul. Pour cela, fixons-nous un élément de f inter g. On a phi de x qui est égal à x. Pourquoi? Parce que x est dans f et que f c'est l'ensemble des points fixes de phi. Donc on a ceci. Mais on a aussi phi de x qui est égal à 0, puisque x est dans g et que g c'est le noyau de phi. Finalement, en combinant ces deux égalités, bien en fait, x est égal à 0. On a bien démontré le premier point. Deuxième point, on veut montrer que f plus g est égal à E. Pour cela, prenons un élément x de E. En fait, ce qu'on va faire ici, c'est un petit peu astucieux. On va écrire x comme x moins phi de x plus phi de x. Ce premier élément, on va l'appeler A. Ce deuxième élément, on va l'appeler B. Et en fait, on va commencer par remarquer que A, il appartient à G. En effet, pour cela, je dois démontrer que phi de A est égal à 0. Calculons phi de A. Phi de A, c'est phi de x moins phi de x. Et par linéarité, c'est phi de x moins phi rond phi de x. Mais j'ai supposé que phi au carré est égal à phi, donc c'est phi de x moins phi de x. C'est donc bien nul. A est bien dans le noyau de phi. Montrons maintenant que B appartient à F. Donc pareil, on va montrer que B est un point fixe de phi. On va calculer phi de B. Phi de B, c'est phi rond phi de x, mais par supposition, en fait, ceci, c'est phi de x. Et phi de x, c'est B. J'ai bien démontré que B était dans le noyau de phi moins l'identité de E. Autrement dit, ici, x s'écrit bien comme un élément de f plus un élément de g. Ceci étant vrai pour tout x dans E, eh bien, j'ai bien démontré que f plus g était égal à E, et finalement que mes espaces étaient bien supplémentaires dans E. Ce théorème, il est vraiment très utile lorsqu'on veut montrer qu'une application est un projecteur. En fait, on a deux possibilités. Soit on revient à la définition. Dans ce cas-là, il faut montrer qu'il existe deux sous-espaces vectoriels f et g qui sont supplémentaires dans E, tels que phi restreint à f, c'est l'identité, et tel que phi restreint à g, c'est l'application nulle.
Ça, c'est pas quelque chose de facile, c'est même quelque chose de difficile. Alors que si on utilise le théorème de caractérisation qu'on vient de voir, eh bien, pour montrer que phi est un projecteur, il faut montrer que pour tout x dans E, phi rond phi de x égale phi de x. C'est-à-dire que juste on calcule phi rond phi de x et on regarde si c'est bien égal à phi de x. Et bah du coup, ça c'est quelque chose de facile. On va terminer cette vidéo avec un petit exercice pour pouvoir mettre en pratique tout ce qu'on a vu ici. On considère l'endomorphisme de R2 phi qui à x associe A fois x où A c'est cette matrice. En fait, phi c'est l'endomorphisme canoniquement associé à la matrice A ici. Ce que je vais vous demander de montrer, c'est que phi est un projecteur en précisant ses éléments caractéristiques, c'est-à-dire c'est un projecteur sur quoi et parallèlement à quoi. Allez-y, mettez pause dans la vidéo et on reprend tout de suite avec le corrigé. Allons-y pour la correction. Pour montrer que phi est un projecteur, on va donc montrer que phi carré égale phi, d'après le théorème précédent. Je prends un élément de R2, si je calcule phi carré de x, c'est en fait A carré fois x. Et si je calcule la matrice A carré, je retombe sur la matrice A. J'ai donc bien phi carré x égale phi de x, et ceci étant vrai pour tout x, j'ai bien phi carré égale phi. Maintenant, quand on y réfléchit, si vous avez phi qui est un endomorphisme canoniquement associé à une matrice A, phi carré égale phi, ben c'est équivalent à A carré égale A. Pourquoi? Parce qu'une matrice, elle est entièrement caractérisée par son action sur les colonnes. Donc A carré x égale A fois x, c'est équivalent à A carré égale A. D'ailleurs, ce genre de matrice qui vérifie ceci, qui vérifie A carré égale A, elle porte un nom, on les appelle les matrices de projection, justement parce qu'elles sont associées à un projecteur. Revenons à l'exercice. Phi est donc le projecteur sur F qui est l'image de phi, ou le noyau de phi moins l'identité, c'est-à-dire en fait l'ensemble des points fixes de phi, parallèlement à G qui est le noyau de phi. Il nous reste à déterminer ces deux espaces F et G. Commençons par déterminer G, c'est le noyau de phi, donc c'est le plus simple, et on va travailler avec des équivalences. Un vecteur de R2 ici appartient au noyau de phi, si et seulement si, bah là vous allez vous ramener à un système linéaire. On observe que les deux équations sont proportionnelles, donc il va y avoir une inconnue auxiliaire qu'on va passer en paramètres, et on aboutit à la fin à x appartient à l'espace vectoriel engendré par le vecteur 2, 1, et ce travail montre que le noyau de phi, bah, c'est cet espace vectoriel engendré par le vecteur 2, 1. Ok. On a déterminé G, donc on sait parallèlement à quoi on projette, et il faut encore déterminer sur quoi on projette, c'est-à-dire F, qui est l'image de phi, ou le noyau de phi moins l'identité, c'est-à-dire les points fixes de phi. Donc au choix, soit ici on détermine l'image de phi, soit le noyau de phi moins l'identité. Moi j'ai choisi de déterminer le noyau de phi moins l'identité, puisque c'est en général plus facile de déterminer un noyau. On prend un élément x de R2 et on a les équivalences suivantes. X appartient au noyau de phi moins l'identité. Si et seulement si, eh bien phi de x égale x. X est un point fixe de phi. Et là, pareil, on va être amené à résoudre un système linéaire où, comme tout à l'heure, on va faire passer l'une des variables en paramètres. En fait, on aboutit à x appartient à l'espace vectoriel engendré par le vecteur moins de 1. Ce travail montre que le noyau de phi moins l'identité, c'est cet espace vectoriel. Et on peut conclure. Phi, c'est donc le projecteur sur cet espace, c'est-à-dire l'espace vectoriel engendré par moins de 1, parallèlement à l'espace vectoriel engendré par 2, 1. Et implicitement, on sait que ces deux espaces vectoriels, f et g, sont supplémentaires dans R2. Rien d'étonnant à cela, puisque si on regarde f et g, eh bien, ce sont deux droites vectorielles qui sont dirigées par deux vecteurs qui ne sont pas collinéaires. Comme on est ici dans R2, on va faire un dessin pour visualiser en fait ce qu'on vient de dire. Si je représente mes droites F et G ici, qui sont dirigées par le vecteur moins de 1 et 2, 1 respectivement, bien quand je prends un vecteur X ici n'importe où, eh bien son image par phi, c'est tout simplement son projeté sur F parallèlement à G, c'est-à-dire ce vecteur ici en rouge. Petite remarque, si vous avez choisi plutôt de déterminer l'image de phi, bien on sait qu'en prenant des vecteurs, une base canonique de R2, donc le vecteur 1, 0 et 0, 1, eh bien l'image de phi c'est l'espace vectoriel engendré par phi de 1, 0 et phi de 0, 1. Phi de 1, 0, c'est la matrice A fois le vecteur 1, 0, c'est en fait la première colonne de la matrice, et le deuxième c'est la deuxième colonne de la matrice. On a donc en fait ceci. Alors là, les 1 quart, ben, on peut les enlever, ils ne servent à rien dans le vecte. On peut multiplier le premier vecteur par 4 et le deuxième vecteur par 4. Et ensuite, ce qu'on remarque, c'est que ici, le deuxième vecteur, c'est moins 2 fois le premier vecteur. Donc pareil, lui, on peut l'enlever du vecte. Et on se retrouve avec l'espace vectoriel engendré par le vecteur 2, moins 1.
Ok, et c'est bien ce qu'on avait déterminé quand on a déterminé le noyau de phi moins l'identité. À noter qu'on aurait pu aussi utiliser, si on le voulait, le théorème du rang, puisqu'on a déterminé en premier le noyau de phi, on a vu que c'était un espace vectoriel de dimension 1, donc on savait par le théorème du rang que la dimension de l'image, c'était aussi de dimension 1.